Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai envie de faire cette vidéo, hein. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai devant moi 100 catcheurs. On va parler en fond, en large et au travers de l'AEW. Et les abus de cette chaîne connaissent déjà en grande partie mon avis sur l'AEW. Ils sont en train de se frotter les mains. Ils attendent une pluie de sel. Et oui, navré de le dire pour les profanes de l'AEW, mais cette vidéo va contenir énormément de sel. Mais encore une fois, je ne tacle jamais sans argumenter. Je ferai mon possible pour argumenter, pour vous faire comprendre mon avis et pourquoi je trouve que cette compagnie comporte un nombre incalculable de cas inespérés, enfin si en l'occurrence 100 cas inespérés, non il n'y en a pas autant, évidemment j'ai 100 catcheurs que je vais parler, mais j'ai beaucoup de catcheurs dans cette compagnie que j'aime énormément. Le problème c'est qu'en globalité, j'ai beaucoup de talents que je trouve exceptionnels, mais qui sont abattus, qui sont amoindris par le booking catastrophique du Tony Khan et l'utilisation pauvre de ces catcheurs, une utilisation qui n'est pas constante, encore une fois. C'est comme s'il avait plein de petits jouets et que Tony se lassait très vite de ses jouets, il joue avec l'un, avec l'autre, et hop, il s'en débarrasse, il a plus de quoi jouer avec, donc on les abandonne. Et ça crée chez le spectateur une sorte de... on n'a pas envie de s'impliquer en ces mecs en fait. On s'implique en un catcheur et on se rend compte qu'il ne apparaît plus à l'écran, qu'on ne le voit plus, qu'il est amoindri, qu'il a moins d'impact, qu'il a moins de hype qu'auparavant. Je veux dire, et c'est dommage, et c'est le cas pour beaucoup de catcheurs. Alors il y en a que je déteste dans l'eau, il y en a que j'aime beaucoup dans l'eau, et il y en a qui sont dans ce cas que je vais vous préciser. On va parler de tous les catcheurs de l'AEW, pas tous encore une fois, parce que j'ai fait une section de 100 catcheurs, il y en a que je vais pas parler, je vais pas parler d'Angelico, qu'on a quelque chose à foutre d'Angelico, hein, voilà, tous ceux que personne n'a rien à péter, je n'en parlerai pas, évidemment. Allons-y, ils sont triés par ordre alphabétique. Je vous propose qu'on commence par une entrée douce dans la matière. On va parler, oulala, excusez-moi, hop, on fait ça correctement, boum, c'est bon. On va parler, pour commencer, de The Acclaim, Anthony Bowens et Max Caster. Et bah eux, ils font typiquement partie de la première catégorie, de la chose dont je vous ai parlé, les jouets que Tony Khan a hypé, à builder, à pusher comme pas possible, et je trouve à raison, c'était peut-être trop tôt et c'était peut-être encore un petit peu trop vert pour être pushé de la sorte vers le titre mondial et remporter le titre mondial. Oui, je pense sincèrement qu'il n'était pas prêt, mais c'était une réponse de Tony Khan par rapport à la hype qui dégageait auprès de la foule aimait beaucoup The Acclaimed, le rap à l'entrée qui les rendait totalement over, Max Caster qui lançait des dingueries, l'énergie folle d'Anthony Bowens qui est mon membre préféré d'ailleurs de The Acclaimed. J'aime beaucoup ces deux jeunes talents, je les aime beaucoup, c'est juste qu'ils sont encore un peu trop verts et qu'ils ont été mis sur le devant de la scène à un moment où ils n'étaient pas encore prêts. Mais est-ce que Tony Khan devrait conserver... Imaginons un monde, j'ai beaucoup parlé de est-ce que Tony Khan devrait conserver ou virer tel ou tel catcheur. C'est un monde utopique parce que Tony Khan ne virerait jamais personne hormis ses plus grosses stars. Tony Khan, imaginons un monde où il va faire un petit peu là son roster, cleaner un peu son roster pour avoir un roster beaucoup plus fort. Dans ce monde-là, je pense que Tony devrait conserver The Acclaim, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de réponses auprès de la foule, qui est une équipe qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui peut progresser au fur et à mesure pour devenir de véritables vétérans, être des talents sur lesquels on peut compter, qui peuvent faire un match, le vendre correctement, bref. Je n'ai rien contre The Acclaim, je n'ai rien contre The Acclaim, et croyez-moi, c'est une entrée dans la matière très douce parce qu'il y aura beaucoup plus de sel dans l'avenir. On va parler maintenant de Action Andretti. Vous vous rappelez du projet Action Andretti? Vous vous rappelez que Chris Jericho disait « Là, je suis en train de mettre over un jeune talent, j'ai envie de pusher un jeune talent. » Mais quel connard ce Chris Jericho, mais quelle langue de serpent. On repart à Chris Jericho qu'on arrivera à lui, mais c'est la plus grosse langue de pute du business. J'ai jamais connu un mec aussi catastrophique que ce mec en termes de langue de pute. Action Andretti, le projet Action Andretti, mais évidemment qu'il n'y avait pas de projet Action Andretti, je veux dire, regardez-le, putain. Regardez-le, si ce mec avait le talent de Chad Gable, il y aurait sûrement quelque chose à en tirer, parce que c'est pas encore une fois, tout n'est pas dans le faciès. Si derrière, techniquement, il a quelque chose à prouver, et qu'en promo, il bastonne, bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, il y a un truc à dégager. Mais là, le pauvre garçon, enfin, il est pas mauvais, il catch correctement, il sait faire les moves, mais c'est un des innombrables catcheurs dans ce roster de la WWE qui sait faire les moves, qui sait vendre, qui sait faire les mouvements acrobatiques. Oui, il sait très bien les faire.
Mais est-ce que tu sais vendre des tickets? Est-ce que tu sais remplir des arènes? Est-ce que tu sais créer de la fidélité chez les spectateurs? Non, t'en es incapable et c'est ce que tu devrais travailler. Tu devrais travailler les basiques, comment te rendre over, comment faire une putain de promo. C'est ça ce que doit apprendre n'importe quel catcheur. Les mouvements acrobatiques, c'est la base, c'est la toute base. Le plus important pour la suite, c'est le reste. Tout le reste, qu'est-ce qui te rend toi intéressant par rapport à tout le reste du putain de roster? Ils ont fait une sorte de push dans une storyline catastrophique pour au moment où tout le monde commence à critiquer Chris Jericho comme quoi il se mettait toujours lui over, qu'il mettait jamais over les autres. Chris Jericho a pris un petit gars, Action Andretti a fait « Regardez, je vais mettre ce gars over ». Ça a duré 2 mois. Après, basta, terminé, parce que tout le monde savait pertinemment que Action Andretti n'aurait jamais été over. Adam Cole, c'est un des catcheurs dont ça va me faire du mal de mal en parler. Parce que je peux pas dire du bien d'Adam Cole. Et ça me fait chier parce que tout le monde le dit dans le milieu. Et si tout le monde le dit, je pense qu'il y a une grande part de vérité. Adam Cole, apparemment, c'est un saint. C'est un mec qui est trop gentil, qui est hyper sympa, qui est adorable en coulisses, qui est pote avec tout le monde. C'est le genre de mec qui t'emmerdera jamais. Vous savez, c'est vraiment un bon gars. Et Adam Cole a eu des heures de gloire à NXT. Il avait son prime, l'Undisputed Era, ça fonctionnait vachement. À la EW, c'est la fin du rêve. C'est retour à la réalité. Quand tu n'as malheureusement pas de gros physique, quand tu es taillé comme les Adam Cole, quand tu es fin, quand tu es skinny as fuck comme Adam Cole, t'as intérêt à avoir le booking derrière qui te soutient. À NXT, il avait le booking qui le soutenait. Et il pouvait faire quelque chose parce qu'il avait l'Undisputed Era, il avait ses sbires. Et ensemble, tous ensemble, ils ont construit un empire. C'est ensemble qu'ils étaient une menace. C'est pas Adam Cole tout seul. Il n'aurait jamais été aussi important sur l'Undisputed Era, Adam Cole à NXT. Et ici, ils ont essayé de reproduire la même chose sans le savoir-faire d'un bon booker. Adam Cole a enchaîné faction après faction. Il s'est raccroché aux Young Bucks, il s'est raccroché aux anciens membres de l'Undisputed Era, mais géré par Tony Khan, ça n'a jamais pris. Et le voilà maintenant dans la plus grosse storyline. Encore une fois, ça ne l'est plus, mais ça l'était à l'époque, ça l'était fin d'année dernière, où il était le démon. C'était celui qui a trahi son plus grand ami, MJF. MJF qui a fait un turn de face qui n'aurait jamais dû être fait d'ailleurs. Mais MJF a fait un face turn. Adam Cole était son plus grand ami, c'était la trahison, c'était le match entre deux best friends, putain, qui se tiraient dessus en main event. Les storyline étaient cool, je comprenais pourquoi on faisait ça, je n'aurais pas écrit ça personnellement, mais ils sont allés à fond dans ce délire, et pourquoi pas. Mais après, une fois que c'était révélé que c'était lui le démon, plus rien. MJF blessé, Adam Cole blessé, il se blesse extrêmement souvent, ce mec, et c'est pas un mal, c'est encore une fois, c'est mauvaise condition physique, du coup, je me blesse souvent, surtout à son jeune âge, c'est surtout lié à une mauvaise condition physique. Et il garde ce rôle de démon. Il garde ce rôle qui ne peut plus tenir, puisque son principal ennemi, le principal concerné est blessé, n'est plus auprès des rings de la AEW. Lui aussi l'est. Il y a 6 mois à tenir là-dedans, donc forcément, on oublie, le démon disparaît, la faction qu'il avait construite avec Warlock, etc., ça disparaît. Et maintenant qu'MJF revient, hop, Adam Cole revient miraculeusement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens n'en ont rien à foutre de cette storyline. Même les profanes de la AEW trouvent que la storyline du démon, c'est de la merde. Même Dave Meltzer a dit que c'était de la merde. Et Tony continue à booker ça. On ne veut pas voir ça. C'était l'occasion d'effacer le passé. Des fois, c'est pas grave d'effacer le passé. On s'en fout, tant pis, MJF est revenu, il va feuder, il va redevenir heal, il va feuder avec d'autres personnes. On s'en fout, Adam Cole reste loin de MJF, mais non. Il retourne dans ce délire-là. Je m'écarte un peu du problème, je parle plus de booking storyline que d'Adam Cole en soi. C'est un bon talent, mais il a besoin d'être bien booké. Il a besoin d'être avec une faction pour le rendre over, parce que s'il n'a pas des sbires bien booké autour de lui, Adam Cole n'a aucune raison, au vu de son physique, d'être pushé dans le main event, malheureusement. Putain, je vais parler pendant 3 heures de chaque catcheur, sérieusement. Adam Copeland, autrement appelé Edge, au moment où ce mec était plus intéressant.
Putain, comment Tony Khan peut signer Edge? Edge, motherfucking Edge. Ce mec, il a un CV, mais lunaire. Ce mec, il a main eventé WrestleMania. Ce mec a gagné plusieurs Royal Rumble. Ce mec a gagné plusieurs championnats du monde. Ce mec a été une putain de star. Ce mec, en tant que heel et même en tant que face, j'ai adoré son parcours. J'ai revu des vieux segments avec Edge, des vieux matchs avec Edge, même internet, des vieux gifs avec sa tête où il était sadique, etc. J'ai revu ça avec Edge, mais qu'est-ce qu'il était magique ce putain de mec. Et même dans son run récent, il était plus à son prime, il faisait plus l'acteur des promos, il en faisait un peu trop des caisses dans les promos, je trouvais. Encore une fois, il faisait trop le côté dramatique. Mais le talent était toujours là, la shape physique était toujours là, et le mec avait encore quelque chose à faire dans le ring. Et franchement, il a main eventé contre Roman Reigns et Daniel Bryan à WrestleMania, et c'était vachement chouette, putain, le mec était déjà âgé, gagne le Royal Rumble, il feud contre Roman Reigns. Je veux dire, il a eu un dernier run qui est quand même très chouette, Edge. Et depuis qu'il arrive à la WWE, qui en a quelque chose à foutre de Edge? Qui en a quelque chose à foutre de Edge? Et ça me tue de dire ça. Ça me tue de me poser cette question parce que Edge, c'était mon catcheur préféré quand j'étais gamin. Quand j'ai grandi, quand j'ai découvert le catch, quand j'étais tout petit, c'était Edge qui me faisait rêver. Et c'était un heel à l'époque. Mais je l'adorais. J'adorais son côté sadique qui me faisait rêver. Et après, quand il a tourné face, c'était mon héros pour le coup. Enfin, j'ai adoré Edge. J'ai grandi avec ce mec. Et le voir pondre des promos qui défendent une compagnie indéfendable, une promo que je ne sais pas qui a écrit cette promo, apparemment c'est Edge, il a dit que c'est pas Tony qui a dit de faire cette promo, apparemment ça vient de sa bouche, je sais pas à quoi il joue, je sais pas s'il essaie de rentrer dans les rangs, de se montrer cool auprès des vice-présidents, j'en ai aucune idée de ce qu'il essaie de faire, mais il me déçoit tellement parce qu'il pond des promos qui ne lui ressemblent pas, devant des salles à moitié vides. Et le mec s'appelle Edge. Ça me fend le cœur. Et maintenant, le voilà, encore une fois, je sais pas s'il a fait exprès, mais qu'est-ce qui lui a pris, en haut de cette putain de cage, de sauter à même le sol? Il est à 3 mètres de haut et il saute sur le ring sur ses pieds. Et bah le mec, il s'est cassé la jambe. Ah bon, sans déconner. Vous savez quoi? Franchement, moi Edge, pour moi, il est pas con, c'est un mec qui est pas con, putain. Je peux pas croire que ce mec soit con. Il sait très bien que ce mec peut continuer à être gracieusement payé par Tony, même étant blessé. Bah il s'est dit, putain, vas-y, je vais prendre un peu de vacances, je vais me blesser, puis fuck it, j'arrêterai de bosser, je serai payé par Tony Khan et je prendrai des vacances avec Beth Phoenix. Là, j'ai une petite opportunité, ouais, un petit tibia qui se casse, c'est pas très grave. Allez, on y va, on saute de la cage. Franchement, moi je crois, j'espère que c'est pour ça qu'il a fait ça. J'espère pour lui, parce que j'ai pas envie de le traiter de con, putain. Quelle idée! Mais quelle idée, bordel! Adam Page, putain mais on va la faire en 2 parties parce que honnêtement en termes de durée ça me dérange pas que la vidéo fasse 2 heures. C'est plutôt moi je m'inquiète parce que je sais pas si je vais pouvoir continuer à parler aussi longtemps de chaque catcheur. Mais chaque catcheur est passionnant putain, chaque catcheur a des trucs à dire. Je vais boire un petit coup d'eau parce que j'en ai besoin. Excusez-moi, je sais pas s'il y aura des coupes, mais tant pis. On va parler de Adam Page. Adam Page. Le début des problèmes. C'était le début de la fin pour Tony Khan. Hein. Adam Page est l'exemple typique d'un catcheur qui a beaucoup de potentiel. Voilà. Dans le ring, il a beaucoup de potentiel, Adam Page. Une réponse auprès des fans, cowboy shit, les gens l'aiment beaucoup. Et est devenu champion, les premières storylines avec Kenny Omega et l'Elite. Bon, ils en font des caisses toujours, ils en font toujours des caisses. Mais je vois que Tony Khan a un but avec Adam Page. Et je vois qu'il se maintient cet objectif. Et à l'époque, on avait un Tony Khan qui était concentré. Et ok, c'est très chouette. Et c'est le début des emmerdes. Les égos vont commencer à prendre de l'ampleur. Tony Khan, avec une compagnie qui devient de plus en plus concentrée sur elle-même, signe CM Punk, la plus grosse star du putain de show. Et c'est lors de cette promo entre Adam Page et CM Punk, que les emmerdes commencent. Adam Page, un catcheur qui a beaucoup de potentiel, mais qui est pote et qui se dévoue aux côtés des mauvaises personnes. Ce mec-là, s'il écoutait et s'il prenait conseil auprès
des gens importants qui connaissent réellement le business, aurait probablement été quelqu'un. Ça aurait pu être quelqu'un. Peut-être pas un main eventer, peut-être pas une immense star, mais ça aurait pu être quelqu'un d'assez important dans la mid-card. Un bon catcheur, sincèrement, auquel je me serais impliqué. Et qui sait, peut-être qu'il aurait été un main eventer, c'est possible. Il y a un potentiel chez Adam Page, un peu de charisme. Malheureusement, il est pote avec les mauvaises personnes. Et ce mec est un catcheur qui, devant la plus grosse star du show, alors que cette dernière lui offre des conseils pour la promo, si tu dis ça, je vais dire ça, si tu dis ça, je vais dire ça, on est ok? Ouais, on est ok, décide de partir en shoot contre CM Punk parce qu'il pensait que ce dernier faisait des messes basses et organisait en douce le renvoi de Colt Cabana à un ami, leur ami, des Bucks, de l'élite. Et Adam Page, à cause de cette théorie, décide de faire un shoot contre Punk. Contre Punk, la meilleure promo du business qui, s'il le souhaitait, aurait enterré ce petit merdeux à n'importe quel moment, mais resté professionnel, sur le coup. C'est un attardé mental. Et c'est le principal problème d'Adam Page. Sous tout ce charisme, sous tout ce talent, sous tout ce potentiel, se cache surtout un attardé profond, un débile mental. Voilà. Y a-t-il un projet à faire avec un débile mental? Pas sur le long terme, malheureusement. Et Air Fox, bon, on va faire court aux F. Voilà. Athéna. Et ben Athéna, bah, elle catch... On va parler d'autre chose avec Athéna en fait. Athéna, je crois qu'elle catch beaucoup à la Ring of Honor, mais elle est signée à la AEW. Tony Khan à la Ring of Honor et la AEW, et il switch un peu les rosters. Athéna est dans le roster de la AEW, hein, elle est dedans, mais je la vois jamais à la télé, alors que Athéna, bah, je pense que c'est quand même une bonne lutteuse. Par rapport à toutes les lutteuses de merde qu'a Tony Khan, je pense qu'Athéna c'est une des meilleures. Alors pourquoi il la met pas à Dynamite, là où il y a le plus de visibilité? Pourquoi il la cantonne à Ring of Honor? C'est quoi ton problème, Tony Khan? Mets tes talents les plus talentueux et les plus reconnus dans ton produit qui est le plus visible. La putain de ta mère, tu réfléchis ou pas? Oui, je sais pourquoi je l'ai mis. Je me suis dit, des fois, je vais mettre des petites surprises, on va pas parler que des catcheurs. Je mets Aubrey Edwards. Pourquoi je mets Aubrey Edwards? Parce que Aubrey Edwards, en tant qu'arbitre, a décidé qu'elle serait over. Elle a envie d'être over. C'est une wannabe catcheuse. Elle aurait rêvé d'être catcheuse. Elle ne l'a jamais été. Et donc, au lieu de faire son rôle d'arbitre et de l'assumer pleinement, elle décide de prendre tout l'espace. Et vous vous rappelez des premières années de la EW où il y avait ces plans. Je me rappelle, il y avait un montage vidéo que j'avais vu des meilleurs passages de Aubrey Edwards où des fois, t'avais deux catcheuses en face à face qui étaient de profil qui se fusaient du regard. Et Aubrey, elle ramenait sa tête, se mettait entre les deux avec des grands yeux ouverts comme ça et prenait toute l'attention. Quel est le rôle d'un arbitre? Se faire le plus discret possible. Donner les indications discrètement aux catcheurs pour que toute l'attention des spectateurs soit sur les catcheurs et sur le match. Aubrey fait tout l'inverse. Ses grands mouvements, ses expressions faciales, elle prend toute l'attention, Aubrey. Et moi, en tant que promoteur, en tant que patron d'une compagnie de catch, si je vois que mon arbitre fait ça, hop, tu prends la porte, tu te casses. Parce que c'est pas ton taf. Puis si t'as envie de prendre l'attention, faut être catcheuse, pas arbitre. Bandido Bandido. Bah vous savez quoi? Il y a trop de luchadors dans cette putain de compagnie. Il y a beaucoup trop de luchadors dans cette putain de compagnie, tellement que je les ai pas tous pris, hein. J'en ai pris 2-3 parce que là j'étais en mode mais je sais pas qui c'est ce connard, j'en ai aucune idée, c'est tous les mêmes. Encore une fois, je comprends le catch mexicain, je comprends ce délire de masque, etc. Mais quand dans le catch américain, quand dans le produit WWE, il n'y a pas 100 000 luchadors, il y a Rey Mysterio, il y a Dragon Lee, je crois, et vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, Dragon Lee. Pourquoi? Parce qu'il y a Rey Mysterio, et que c'est le plus connu, c'est le plus intéressant, c'est le meilleur catcheur. Tant qu'il y aura Rey Mysterio, être luchador à la WWE, c'est compliqué, c'est pas simple pour Sandro Rover. C'est la même chose à la AEW. Il faut qu'il y ait un ou deux luchadors forts, pas plus.
Et je me rappelle, au tout début de la WWE, il y avait juste les Lucha Bros, il y avait juste Pentagon Junior et Rey Fenix, et ils étaient over. Parce que c'était les seuls putains de luchadors qui étaient visibles à la télé. Maintenant, avec les Commanders, j'ai même plus leur blague, j'en ai rien à foutre. Ils ont des noms à la con, j'en ai rien à foutre. Mais je voulais en venir que Bandido, s'il fallait choisir un luchador à mettre en avant, c'est lui. Parce que c'est le meilleur. Voilà. Chuck Taylor des Best Friends. Alors les Best Friends ont cassé, hein, triste. Leur grande amitié s'est cassée. Et j'espère que ça veut dire que Trent sera un peu plus mis en avant et que cette abomination, cette merde, cet ingrat, ce mec qui ne devrait jamais être présenté à la TV nationale, qui est Chuck Taylor, sera évincé du produit Dynamite. Malheureusement, vu qu'il n'est pas avec Tony Khan, il sera toujours booké auprès d'Orange Cassidy, il sera toujours présent, alors que ce mec n'a rien à foutre devant les caméras de télévision américaines. Rien. Ce mec, encore une fois, il me harcelait pas, me disait pas « Oh mais quel enculé, quelle audace de dire ça !» Non, c'est la vérité. Il y a plein de catcheurs, au monde. La scène indie regorge de mecs qui ressemblent exactement à ce gars. Ce mec, avec ce look, avec ce talent qu'il a, devrait rester dans l'indie. Parce que c'est là où est sa place. Elle n'est aucunement devant la télé, diffusée devant des millions de spectateurs. Aucunement. Donc Chuck Taylor, si Tony Khan devrait mener une compagnie et resserrer son roster, hop, à la porte. Et Trent, lui, on va le conserver. On va le conserver parce que lui, contrairement à Chuck, il a un physique. Encore une fois, quand tu le vois, tu dis « Ok, ce mec est legit ». Malheureusement, il est booké depuis le début avec les mauvaises personnes. Depuis le début, c'est l'arbin d'Orange Cassidy et c'est le meilleur pote de Chuck Taylor. Donc même si je vois Trent qui a un bon physique, je l'ai toujours vu avec les mauvaises personnes. Mais maintenant qu'il a tourné heel, qu'il est en rivalité, etc., on va essayer de faire un petit projet avec lui. Alors Tony va très mal le booker, hein. Trent ne sera jamais personne à la WWE. Jamais personne. Mais dans un monde idéal, il y aurait peut-être un push à faire, un projet à faire, voire... Quelle réponse spectateur avec un Trent bien booké, qui prend un petit peu de victoire, qui prend un petit peu de confidence, qui a des petites rivalités dans la compagnie. Ça pourrait être intéressant, parce que ce mec a peut-être du potentiel. Malheureusement pour l'instant, je n'ai rien vu. Absolument rien, parce que le produit AW est misérable pour mettre en avant les jeunes talents. Big Bill! Et bah Big Bill, on parle souvent qu'une compagnie doit avoir des attractions, des géants, des gens qui, quand tu vois un affiche entre un géant et un petit gars, c'est direct impressionnant. Big Bill est peut-être le meilleur talent de la fédération qui a ce physique en fait, parce qu'il est gigantesque, il a un physique franchement hallucinant. C'est dingue d'être aussi grand et être aussi sec et aussi musclé. Franchement, le physique de Big Bill est vraiment impressionnant. Il a une gueule, en plus je trouve qu'il a des grands yeux bleus qui font assez peur. Et il a beaucoup de potentiel, Big Bill. Et malheureusement, Tony Khan casse potentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ce potentiel, il va l'accrocher à Chris Jericho. Le vortex à potentiel. Chris Jericho, la tornade qui va aspirer toute ta hype, il va la prendre et faire... Il va toute la manger, il va faire... C'était bon, je me régale. Il va s'engrosser comme ça, il va s'engrosser. Et après, Tony va faire... Allez, ciao Big, merci pour avoir engrossé Chris Jericho, on va passer à quelqu'un d'autre. Qui peut m'amener? Tiens, Action Andretti, ramène-toi, Chris il a faim. Tiens, Ricky Starks, ramène-toi, Chris il a faim. Hook, viens. Oh, bah t'es quand même vachement frais, là. Je sais pas si Chris, il aura beaucoup à manger, là. Citez-moi une personne, depuis la fin du règne de Jericho, je prends pas en compte le règne de Chris Jericho en tant que champion, depuis que Chris n'est plus champion, montrez-moi une personne que Chris Jericho a élevé. Et n'osez même pas me dire MJF. N'osez même pas me dire MJF, parce que vous savez très bien que Chris Jericho n'est pas responsable du push de MJF. Vous le savez très bien. Chris Jericho n'a pushé absolument personne. Chris Jericho absorbe toute l'âme de ce talent et Big Bill en fait partie. Dommage pour lui, j'aime beaucoup Big Bill. Billy Gunn. Billy Gunn, pas grand chose à dire. C'est un vieux de la vieille et là, il fait ses vieux trademarks. Avec The Acclaim, ça marchait vachement bien. Avec. Il était avec qui? Parce que. Ah oui, les Guns! Bah oui, je suis con, les Guns, évidemment. Les Guns, j'aimais bien cette storyline avec les Guns et The Acclaim et Billy Gunn. Cesar Miladias. Ils ont rendu ça over. C'est un petit peu con, mais Billy Gunn,
il est cool, il est chouette. Encore une fois, physiquement, assez impressionnant pour son âge. Brian Cage. Encore une fois, c'est un peu le même cas que... qui je peux le comparer côté WWE? Je sais pas, mais oui, mais physiquement, évidemment, quand tu vois le mec, t'as envie de le booker, t'as envie de le mettre dans un match parce que tu te dis, ok, là, il y a une histoire qui se raconte direct, un peu comme Big Bill en fait. Brian Cage, quand tu vois son physique, sa gueule, tu fais, oh putain, le mec, c'est une montagne de muscles. Malheureusement, le mec a perdu je ne sais combien de matchs, je ne sais pas combien de matchs il a perdu ce mec, et malheureusement pour lui, je pense, à juste titre, parce qu'il n'est pas très talentueux, il a une promo catastrophique, il est pas intelligent dans le business. Tu sens que ce mec n'est pas intelligent. Il sait pas comment se rendre over. Le mec, il a un physique exceptionnel. S'il était pas con, il aurait pratiqué les choses qui auraient pu le rendre over, comme le fait par exemple Bron Breakker, le même style que Bron Breakker, ou le même style que Batista. Un style lent, explosif, puissant. C'est tout ce qu'il a à faire. Et ce mec n'a rien fait pour bosser ça. Je pense qu'il est un peu demeuré, je pense qu'il est un peu con. Et bon, bah, encore une fois, les cons ne peuvent pas être touchés. Britt Baker. J'ai jamais été très fan de Britt Baker. Jamais été très fan de Britt Baker. Je sais qu'elle a été hyper over avec les fans, hein, DMD, tout ça, ces conneries. Mais j'ai jamais été très très fan. Elle a toujours un côté sloppy dans le ring. Elle a toujours un petit côté sloppy. Sa promo n'était pas catastrophique, n'était pas très très bonne non plus. Elle a été ok sans plus. Elle a eu un bon règne de championne. Je trouvais qu'elle avait quand même une aura intéressante en tant que championne. Mais dès que Jade Cargill est arrivé, voilà, il fallait passer à autre chose. Et l'aura de championne était plus présente. Elle paraissait beaucoup plus, pas infâme. Qu'est-ce que je raconte comme mot? Je commence à être déjà fatigué. Merde. Elle avait une aura un peu plus faible qu'auparavant. Mais encore une fois, il y avait une occasion en or à l'époque. Il y avait une occasion en or de rendre Britt Baker encore plus over qu'elle était et surtout rendre ultra over une jeune catcheuse qui cartonne, qui avait énormément de hype auprès des gens. Et je vais reparler évidemment de la rivalité qu'on n'a jamais eue entre Britt Baker et Jamie Hayter. Quand tu es un booker, à quel moment tu passes à côté de la rivalité la plus évidente qui peut te rapporter de l'argent parce qu'il peut rendre over deux catcheuses dans un roster féminin qui est quand même très très faible, une rivalité qui peut mettre over deux catcheuses, une rivalité que les gens ont envie de voir. Tony Khan, promoteur Booker of the Year. Ah ouais? Bah ok, bah un promoteur of the Year, je pense qu'il aurait booké Baker contre Jamie Hayter. N'importe quel pecno aurait booké Baker contre Jamie Hayter. N'importe quel pecno l'aurait fait. Et Tony Khan ne l'a pas fait. Et maintenant, c'est trop tard. Tant pis. Brody King, sympa. Sympa Brody, encore une fois, pas dans le main event. Pas dans le main event, évidemment, il n'a pas l'aura suffisante pour être un main eventer. Mais dans la tag team, en tant que gros monstre, comme en grosse menace de tag team, il est bien. Et vous savez quoi? L'équipe simple entre Malakai et Brody, et j'insiste uniquement entre Malakai et Brody, c'est chouette. Un gros mastoc et un petit gagé qui lance des coups de pied. C'est chouette comme équipe. Et pour ceux qui se posent la question sur Buddy Matthews, on va en parler tout de suite, je crois. Il va pas tarder à arriver parce que son cas, il est à part. Mais Brody King dans la tag team, c'est logique. On va parler de Buddy Matthews d'abord et ensuite on parle de Brad Danielson parce que j'ai envie de rester focus sur le sujet. Buddy Matthews. Buddy Matthews, encore une fois, quand tu es un promoteur, quand tu es un booker et que tu vois Buddy Matthews, expliquez-moi pourquoi ce mec, regardez-le, vous le voyez là, vous le voyez dans mon PNG, vous le voyez comment ce mec, à quoi il ressemble ce mec, vous le voyez là, ok. À quel moment ce mec, c'est juste le sous-fifre de Malakai Black et le troisième membre d'un trio et n'a jamais pu avoir la moindre chance de faire ses preuves en solo. À quel moment ce mec qui dans le ring est de loin le plus talentueux de la House of Black, de très très loin, le plus percutant, qui a le meilleur selling, qui a les meilleurs faciès, c'est ce mec, c'est Buddy Matthews. Il a un nom à chier, le mec s'appelle Buddy. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer là-dedans. Ce mec, c'est le mec de Rhea Ripley, la plus grosse star féminine. Et je pense que même si on est dans des compagnies rivales, il y a peut-être quelque chose à raconter, quelque chose à apprendre de ça.
pourquoi ce mec n'a pas un run solo et est accroché à la House of Black. Parce que Tony Khan est un marque et que la House of Black c'est un trio, que ça restera un trio à la putain de vie parce que ce mec ne sait pas faire de changements et s'adapter et construire des stars. Il y a potentiellement une star en Buddy Matthews. Il y a un potentiel que j'ai envie de voir libéré. Encore une fois, je ne sais pas ça marchait dans le main event. Je ne connais pas sa promo. Mais j'ai vu ce qu'il faisait avec Seth Rollins à l'époque. Vous vous rappelez Seth Rollins contre Rey Mysterio avec Buddy Matthews, avec la fille de Rey et tout. Franchement, c'était sympa. C'était chouette. Et Buddy contre Seth, c'était intéressant comme rivalité. Je pense que ce mec a énormément de potentiel. Bien plus que les deux autres. Bien plus que Malakai et bien plus que Brody. Mais Tony, dans sa tête, c'est Malakai Black. Oh, Malakai Black, côté spooky, etc., etc. Lui, il est over. Lui, c'est la star. Oui, et Buddy, bah, ça aurait été un sous-fifre, donc ça restera un sous-fifre. Non, Tony. Changement de compagnie, changement de gimmick. Ce mec n'a rien à foutre dans la House of Black. Il est hors sujet depuis le début. Ils sont où ces tatouages? Il est où ce côté... À quel moment tu vas Buddy Matthews, tu fais oui, ce mec c'est spooky, c'est gothique, etc. Non. Ce mec c'est un catcheur qui casse des gueules. Qui a une chef de fou furieux qui casse des gueules. Point barre. Quelle opportunité manquée, putain. Bryan Danielson. On est en 2024. Et... je m'attendais pas à dire ça un jour. J'aurais jamais cru dire ça un jour. J'en ai rien à foutre de Bryan Danielson. Je ne sais pas si je suis seul. Je pense pas que je suis le seul. Dites-moi vous ce que vous en pensez. J'en ai rien à foutre de Bryan Danielson et je trouve ça extrêmement triste. Je me rappelle quand ce mec est arrivé, c'était la dinguerie. Il arrive à la WWE. Oh my god, juste un mois après CM Punk. What the fuck, le produit change. Ok, on a des stars qui arrivent, des gros noms qui arrivent. Bryan Danielson est probablement le meilleur catcheur technique de la putain de terre au moment où il arrivait. On se disait tout ça. Ok, le game va changer. Bryan Danielson a eu 2 moments assez marquants dans sa carrière, je trouve, à la WWE. Sa première rivalité face à Kenny Omega, directement il voulait marquer l'histoire. Je ferai un match contre Kenny Omega, ce sera mon premier match télévisé, je crois. Il me semble que c'était ça un peu les bails. Et c'était chouette, parce que je suis pas le plus grand fan de Kenny, mais les fans de la WWE le sont. Et Danielson contre Omega, mais ils ont juté direct, ils ont juté automatiquement. Et puis quelques mois plus tard, on a eu Danielson contre MJF, une rivalité qui a pris peut-être un petit peu trop de temps, mais qui a fini sur un match à Revolution, mais qui était sensationnel. Le meilleur match de l'année à ce moment-là, je me rappelle très bien de ces Roman match, c'était fou. Et depuis, plus rien. Parce que Tony Khan, ce Booker of the Year, se dit... Putain, Bryan Danielson c'est quand même une grosse star, hein. C'est quand même un gros nom, putain. En solo il cartonne et je peux compter sur lui pour mettre over mon roster et que ce soit mon porte-étendard du show. Et puis j'ai Jon Moxley aussi. J'ai Moxley aussi qui est, putain, les fans l'adorent et lui aussi c'est un main eventer et en solo il rend over le show et je peux compter sur lui pour faire des audiences. Et si je les mettais dans une faction... Tony, putain. Tony. Ah, quand tu fais un groupe peut aider les jeunes talents à évoluer. Rollins, Reigns et Ambrose sont devenus des gros talents parce qu'ils ont commencé en groupe. Ensemble, ils se sont buildés et ensuite ils se sont séparés. Et plus jamais ils n'ont été dans une faction. Ou alors s'il l'était, c'était en tant que leader. À aucun moment, tu mets Bryan Danielson et Jon Moxley, 2 main eventers, dans une faction où il n'y a pas de leader, où ils sont tous les deux au même niveau. À aucun moment tu fais ça parce que tout le monde sait ce qui va se passer. Ils vont s'annuler entre eux. Leur hype était là-haut, elle s'est confrontée et elle s'est annulée. Les gens vont me dire encore, mais t'abuses, non, c'est pas vrai, il est toujours over. Il est toujours over, Danielson. Il est toujours over, il est toujours autant over qu'il était en solo quand il a fait ses débuts à la AEW. Franchement, si j'ai des fans de la AEW hardcore qui sont encore présents dans cette vidéo, dites-moi franchement que Bryan Danielson est toujours aussi over qu'il était à l'époque. Regardez-moi droit dans les yeux, si vous êtes capable de regarder cet écran, et dites-moi honnêtement
que Danielson est toujours aussi over qu'il était à l'époque? La réponse est non. Si vous dites oui, vous mentez, vous êtes un hypocrite. Il ne l'est pas. Parce qu'il n'a pas eu une rivalité intéressante depuis. Parce qu'il est actuellement dans une rivalité contre les plus gros attardés et les plus gros enfants et les plus gros anti-business de ce putain de milieu. Il joue au catch actuellement. Le plus grand catcheur de la Terre est actuellement en train de jouer au catch. Il est rentré dans la bande, il est rentré dans le mood de la WWE. Ça y est, Danielson n'est plus intéressant, ne l'est plus du tout. Et ça me fume de le savoir. Et oui, récemment, il a eu un très bon match contre Ospreay, il me semble. J'ai suivi ça de loin encore une fois. Oui, il a toujours de très bons matchs. Bien sûr, c'est un très bon catcheur. Je m'en fous de ça. Est-ce que Danielson, la personne, le gimmick, est-ce qu'il est toujours intéressant? Non. Non, il ne l'est plus. Putain de sa race. Le mec arrive à gâcher Bryan Danielson. Putain de sa race. Ah! Mais c'est pas possible. Je vais pas tenir. Je vais faire ça en 2 parties, je vais pas tenir. Je ne vais pas tenir. Mais comment vous voulez que je vais me pendre? Putain, c'est... Je bois. Je bois. Je suis à combien de temps de vidéo là? Putain, c'est... Oh, je suis déjà 35 minutes, on est qu'à la lettre C. Oh putain. Je pense qu'on fera 2 parties. Le Vortex. Le Vortex, Chris Jericho. La spirale infernale, l'aspirateur à hype, Chris Jericho. Vous avez remarqué, depuis qu'il a changé de musique d'entrée, il est plus over. Depuis qu'il a changé de musique d'entrée, la foule chante « Please retire !» Parce que ça fait 2 ans qu'il n'a que sa musique d'entrée pour lui, ce mec. Ça fait 2 ans que ce mec, c'est une merde. J'emploie les termes, c'est Chris Jericho, c'est la légende, c'est le GOAT, il a tout fait. Oui, certes, ok, il a une carrière incroyable. Ce qu'il fait depuis ses débuts à l'EW, c'est de la merde. C'est de la merde. Le seul truc qui était ok, c'était son run en tant que champion de la compagnie. C'est tout ce qui était ok. Et encore, j'ai mes réserves là-dessus, j'ai mes petites limites. Il a pas fait un truc depuis ça que j'ai apprécié. Le truc que j'ai le plus apprécié chez Chris Jericho, c'est Oh! A little bit of the bubbly! C'est tout ce que j'ai aimé chez ce putain de mec à la EW. Celui qui fait une vanne sur du champagne. C'est putain de triste! C'est une langue de pute. C'est une langue de pute qui va toujours se ranger du côté qui l'arrange. Pour se mettre over. Ah, CM Punk, c'est le cancer de la EW. C'était le premier à dire ça. Dès que les choses allaient mal, parce que CM Punk était la star du show qui volait un peu le spotlight, oh, Chris Jericho ouvrait sa gueule d'un coup. Évidemment. Ce mec ouvre sa gueule dès que ça l'arrange. Dès que lui, ça peut l'arranger, il va faire en sorte de réduire la hype des autres, de shooter derrière les autres. C'est qu'une pute, ce mec. C'est qu'une grosse pute. Et je n'en démordrai pas. Ce mec, il y a des théories. Il y a des déboires, comme quoi il aurait débordé avec des jeunes catcheuses dans le roster. C'est des vraies choses qui existent. C'est des vrais trucs qui se disent. Il y a des NDA qui ont été signés. Et Tony Khan, qui fait des NDA, maintenant c'est quelque chose qui est devenu public, qui est devenu logique et commun, qui est devenu connu. Ce mec fait signer des NDA pour tout et n'importe quoi. Personne ne dira du mal de son show. Il n'y a aucune chose de néfaste qui se passe dans son show. Chris Jericho, c'est un mec qui est souvent retrouvé bourré à l'hôtel et qui a harcelé des maîtresses j'ai plus le nom, des hôtelières, excusez-moi, j'ai plus les termes. C'est une merde humaine, ce mec. C'est devenu une merde. C'est devenu une sombre merde. Il n'a plus le talent qu'il a dans le ring. Il ne peut plus assurer dans le ring. Il ne peut plus le faire. Il est toujours à la télé nationale. Il est toujours dans des rivalités dont personne n'a rien à péter et qui n'aident absolument pas les catcheurs qui sont en face de lui. À aucun moment ça les aide. Au contraire, ça les enterre. Ce mec ne sert à rien. Pour le business, il ne sert plus à rien. Il servait au démarrage de la EW, évidemment, et là-dessus il a beaucoup aidé Chris Jericho. Je dis pas le contraire, il a beaucoup aidé au début de la EW. Mais maintenant, force est de se reconnaître que ce mec doit se retirer, doit prendre sa retraite. Parce que c'est plus possible. Ou aussi ne pas prendre sa retraite, que Tony montre un peu des couilles, sort ses couilles, et dit à Chris,
T'es bien gentil, mon coco, mais plus personne s'intéresse à toi. Donc maintenant, je vais te mettre dans des plus petites rivalités, tu seras pas toutes les semaines à la télé. Parce que les gens n'ont rien à foutre de ta gueule. Christian Cage, au contraire, qui a à peu près le même âge, lui, il y a toujours un potentiel, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il est vachement jeune sur cette photo, il est très très jeune sur cette photo, il était à WWE à cette époque-là. Christian Cage, c'est une bonne promo, c'est de bons gimmicks, même si ça commence à faire un petit peu vieux, toujours le mec qui shoot les parents, etc. etc. Bon. Encore une fois, si t'es dans des meilleures rivalités, mieux bookées, je pense qu'on ne se lasserait pas de Christian Cage. Malheureusement, c'est le booking en général qui fait sortir un peu le côté redondant que peut avoir Christian, mais dans le ring, c'est toujours un très bon catcheur sur lequel on peut compter. Il sait ce qu'il fait, et en promo, il sait aussi ce qu'il fait. Claudio Castagnoli, à quel moment tu as Claudio Castagnoli et tu en fais le sous-fifre dans une faction? À quel moment? Et je dis pas que Claudio devrait être un main eventer, je pense pas qu'il a l'aura pour être un main eventer, mais ce mec aurait déjà dû être un prétendant sérieux pour un titre secondaire, le titre TNT, le titre international, le titre, je sais pas quel titre, il y a 100 000 titres dans ce putain de roster de merde, dans cette compagnie de merde, il y a 100 000 titres. Il aurait dû être prétendant déjà pour un de ces titres et le porter fièrement. Il aurait dû avoir une rivalité Miro contre Claudio Castagnoli. Il aurait dû avoir ça. Mais non, ce mec, c'est le larbin de Danielson et de Moxley dans une faction qui n'a aucun putain d'intérêt. Aucun. Ça fait chier pour Claudio. Parce qu'encore une fois, gros talent, Claudio. Gros talent. Je l'ai mis juste pour rigoler. Il fallait que je parle de Colt Cabana quand même. Parce que on parlera pas tant de CM Punk que ça. On a beaucoup parlé de CM Puk cette chaîne. Ceux qui ne connaissent pas mon avis là-dessus, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du sujet de CM Punk et de l'EW. Je vous laisse les voir. Parce que c'est des vidéos assez divertissantes. Je l'ai juste mis pour vous rappeler que c'est ce mec que vous avez sous les yeux. C'est ce mec qui est la cause indirecte du fait que Tony Khan ait renvoyé CM Punk. C'est le début de la roue infernale, de la route infernale. C'est le début de la fin pour Tony Khan. C'est ce mec. C'est le visage de tout ça, c'est ce visage-là. Voilà. C'est quand même drôle. Daniel Garcia. Le problème que j'ai avec Daniel Garcia, c'est pas lui, parce qu'en soi, c'est un jeune catcheur qui a du talent. Oui, il fait trucs sympas, etc., etc., et il sait catcher. Mais il ne devrait jamais avoir autant d'importance à la télé. Il ne devrait jamais être autant diffusé, ce mec. Et encore une fois, c'est un monde où les meilleurs devraient diffuser à la télé nationale. C'est un monde qui est très compétitif, le monde du catch. Et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est un fait. Et encore une fois, il a beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de potentiel. Mais quant à ce physique, regardez ce PNG, putain. Regardez ce PNG. C'est pas une menace, ce mec. Il fait pitié, ce mec. Physiquement, quand tu le vois. Il fait pitié. Et sa promo, elle est pas bonne. Il a pas de charisme. Oui, il catche bien, mais il a pas de charisme, putain. Et il s'est ridiculisé. Il s'est tellement ridiculisé avec sa danse de beat à 2 balles, là. Il s'est tellement ridiculisé avec ce move. Et c'est ce mec qui est poussé, qu'on voit absolument. Alors qu'à côté, il y a Powerhouse Hobbs qui a un physique mais monstrueux, qui lui est enterré. Ah putain! C'est pas comme ça que fonctionne le business. Si Tony comprenait le business, jamais Tony pusherait autant Daniel Garcia parce que personne en a rien à foutre de Daniel Garcia. Et encore une fois, c'est pas un tacle contre lui. J'ai rien contre Daniel Garcia, je n'ai rien contre lui. Il fait les choses bien. C'est genre juste que, putain, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est tout. Dan Ozone. Désolé, je me rends encore un petit coup. Dan Ozone, je le marque parce que, évidemment, que le mec c'est une blague, c'est un gimmick comique et que jamais lui aussi il devrait être diffusé, il n'aurait dû être diffusé autant de temps à la télé. Maintenant il l'est plus et c'est normal, c'est Dan Ozone, c'est un gimmick drôle qui peut encore faire rire dans le indie et c'est chouette qu'ils sont dans le indie. Mais je l'ai marqué parce que c'est un des rares mecs
qui a toujours une bonne relation avec Punk et qui s'affiche sur Instagram à se renvoyer des bâches avec CM Punk et le faire alors que t'es employé à la WWE, je trouve ça couillu. Je trouve ça couillu et je respecte Danhausen pour ça et je respecterai toujours Danhausen pour ça. Donc on met tous un petit cœur de soutien pour Danhausen, il le mérite. Dante Martin, le cas typique du catcheur AEW de jobber de base, un mec qui fait plein de mouvements acrobatiques, il les fait extrêmement bien, il est très impressionnant, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Et les basiques, il les maîtrise pas. Faire un punch, je suis un catcheur mais je sais pas faire un punch, genre c'est impossible. Par contre, faire un triple salto périlleux arrière qui se retourne sur une jambette arrière subliminale, ça je sais faire. Bravo. Tant mieux pour toi Dante. Tant mieux pour toi. Ah, Darby, tu as besoin d'une structure, tu as besoin de personnes pour te dire de te calmer, de te canaliser et de sortir tout ton charisme au bon moment parce que là, tu fais n'importe quoi, mon pauvre garçon. Tu fais n'importe quoi. Et ça fait chier parce que toi, Darby Allin, tu as tellement de potentiel pour devenir une star, mais tellement de potentiel. Quand on t'a vu à tes débuts, Darby Allin, quand on t'a vu à tes débuts te battre contre Cody Rhodes, quand on t'a vu tailler avec Sting, quand on t'a vu être choisi comme le premier adversaire de CM Punk, quand on voit ça, Darby, on voit en toi un jeune Jeff Hardy. Il y a la même aura, il y a la même magie. Le charismatique Enigma, il y a cette même chose qui se passe, qui prend des risques invraisemblables. On voit ça, Darby. Mais Jeff Hardy était canalisé à la WWE. Et la WWE a su en tirer le meilleur parti. Et tout le monde se rappellera à vie du jour où Jeff Hardy a remporté le titre mondial. Tout le monde s'en rappellera toute sa vie. Parce que c'était magique et parce qu'il a été booké correctement. Parce qu'il en a chié pour arriver là. Et tout le monde se rappellera aussi toujours du jour où CM Punk a battu Jeff Hardy et a provoqué son renvoi de la compagnie. Parce que les gens étaient investis. Parce que tout le charisme et tous les spots invraisemblables du gars étaient canalisés, étaient sortis au bon moment pour qu'il soit over et pour qu'il devienne quelqu'un. Et encore une fois, je dis pas à Darby d'être intelligent et de gérer ça au bon moment. Non, il est déjà charismatique, il a déjà beaucoup de choses pour lui, c'est déjà un gamin qui a beaucoup de talent. Je demande plutôt au booker de gérer Darby Allin correctement et au promoteur de gérer ce pauvre garçon qui a tout le potentiel du monde correctement. Parce que s'il l'avait fait, ce serait devenu une star. Et maintenant ce mec, ça fait... Combien de temps que la WWE existe? Ça fait 5 ans et ce mec n'a pas évolué en hype. Il a toujours la même hype, ce mec. Il a toujours la même hype alors que c'est ce mec-là qui a été choisi par Punk pour son premier match. C'est ce mec-là qui a battu Cody Rhodes pour le championnat TNT. C'est ce mec-là, putain. Et il a toujours la même hype. C'est ce mec-là qui a été aux côtés de Sting pendant tout le putain de run de Sting. Il a été à ses côtés. Et ce mec a toujours la même hype qu'au début. Et c'est pas normal. C'est pas normal. À ce stade, Darby devrait être une putain de star. Ça devrait être un des main eventers du show. Et il y avait cette opportunité. Putain, je vais encore en parler. J'en ai parlé déjà beaucoup à l'époque. Mais il y avait cette opportunité. Vous vous rappelez du moment où MJF était champion et où il y avait cette rivalité contre les 4 piliers, hein. Tony Khan et ce gros Mark, ils voulaient faire ce match avec les 4 piliers parce que c'est ce qui lui paraissait logique dans sa tête de Mark. Mais putain, à un moment, cette rivalité, on a un face-à-face entre Darby et MJF. Ça a commencé comme ça d'ailleurs. Et quand j'ai vu cette promo, quand j'ai vu ces deux personnalités, je me suis fait « Oh putain, il y a de l'or là !» Il y a un truc à faire là. MJF va grave lever Darby. Je dis pas que Darby aurait battu MJF, mais je dis qu'il y avait une rivalité hyper intéressante qui aurait pu même proposer, on aurait même pu proposer une trilogie de matchs. Ça aurait pu être possible. Il y avait quelque chose là. Il y avait une rivalité en or. Et Tony l'a pas vu. Tony, il voit pas ça. Il voit pas ce qu'il a entre les mains, l'or qu'il a entre les mains. Il aurait pu mettre over Darby, mais non, il a préféré faire un match des 4 piliers, et j'en ai déjà parlé, mais quand tu mets tout le monde au même piédestal, 4 forces au même piédestal, les 4 forces s'annulent. Et personne n'est sorti over du match, de la rivalité des 4 piliers. MJF n'est pas sorti over, Jack Perry n'est pas sorti over, Guevara non plus, et surtout pas Darby Allin. Si on a vu un match 1v1, une rivalité 1v1 sur le long terme, Darby aurait pu sortir over de ça. Être plus intéressant, avoir plus de hype.
Deonna Purrazzo, je parle tellement sur plein de catcheurs que je vais évacuer. Je pense qu'elle a un peu de potentiel, mais honnêtement, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Dustin Rhodes, gros talent, c'est un vétéran. Et Dustin Rhodes, je pense, c'est un des catcheurs qu'il faut écouter. Encore une fois, son petit frère s'appelle Cody et la plus grosse star du show de la fédération rivale. Dustin, je pense qu'il y a des choses intéressantes. C'est le fils aîné de Dusty Rhodes. Enfin, ce mec, tu l'écoutes. Je sais pas s'il donne des conseils, il devrait. Je sais pas si les gens l'écoutent dans les backstage, si les gens ont quelque chose à foutre de Dustin Rhodes dans les backstage. Mais il devrait, c'est un bon catcheur. Et Cody contre Dustin, c'est toujours l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la WWE. Ça l'est toujours à ce jour. Toujours. Eddie Kingston. Je vais faire simple pour Eddie. Une promo monstrueuse, une promo incroyable, Eddie Kingston. Très très bonne promo, mais c'est absolument tout. Parce que le pauvre gars, il fait pas de son physique, il ressemble absolument à rien. Il ne ressemble à rien. Et encore une fois, il pourrait tirer profit de ça. Avec son physique en a rien à foutre, son vieux Marcel et ses vieux bras pas très musclés, le mec qui mange de la merde, il pourrait en tirer profit. Il pourrait se battre comme un mec en a rien à péter, qui est résistant et qui juste en bat les couilles et te lance des grosses offenses, se bat comme un déchaîné. Mais non, il préfère se battre dans un style qui lui convient pas et faire ses chops à 2 balles dans le coin du ring qui sont d'un ridicule pas possible, d'un ridicule risible. Encore une fois, vous avez beau être fan d'Eddie Kingston, osez me regarder droit dans les yeux et défendre les chops qu'Eddie fait dans le coin. Oui, mais Kozak, c'est un hommage. J'en ai rien à foutre, c'est ridicule, ça rend mal. J'ai vu Ilya Dragunov à WWE faire exactement la même chose et putain, lui il les faisait bien et lui il avait de l'impact. Ilya, il sait faire. C'est pas compliqué à faire. Si on veut mettre de l'impact, on peut le faire. Pourquoi tu le fais pas, Eddie? Pourquoi tu préfères faire cette truc à la con où tu tapes Oh putain, c'est ridicule! Je peux plus blairer ce catcheur, je peux plus le blairer, alors que c'est une des meilleures promos de la fédération. Putain! Et vive-nous, sans déconner, pourquoi ce mec a toujours un contrat à la EW? Sans déconner, c'est une blague ou quoi. Mais elle est si dure à faire cette vidéo, mais je vais finir par pleurer quoi. Je sais pas si je vais péter un câble ou pleurer en premier, j'en ai aucune idée. FTR, putain, FTR. Les gars, bordel. Les gars. Sans conteste, la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle dans le monde du catch. C'est la meilleure. Les gars sont charismatiques. Ils étaient tellement over avec la foule. Et ils ont subi la jalousie des EVPs qui ont encore et encore refait des matchs alors que plus personne n'avait rien à foutre. Il y avait un moment où c'était l'opportunité en or de faire FTR contre les Young Bucks. Les Young Bucks, voyant que FTR était tellement over et sachant qu'ils auraient dû mettre over FTR, n'a jamais provoqué le match, ils ont préféré le faire à Wembley Stadium au moment où plus personne n'avait rien à foutre, plus personne n'avait rien à péter. Et puis plus tard, ils relancent l'hostilité avec leur nouveau gimmick en mettant en avant CM Punk. Il montre, il lit FTR parce qu'ils étaient époque avec CM Punk, il le lit avec cette histoire, il parle toujours de ça, ils sont keblo là-dedans et FTR fait partie de cette merde et sont obligés de rendre over ces mecs stupides, ces abominations du business, ces hontes, ces 2 hontes du business. FTR les met over, ça me rend si triste parce que ces mecs sont si doués, putain, ils sont si doués. Et Dax Harwood qui n'a jamais gagné un seul match en solo, putain. Jamais gagné un seul match en solo. La seule personne qui l'a gagné en solo, c'est Cash Wheeler. C'est tellement triste. Les Guns, beaucoup de potentiel. Ils sont encore vachement verts, mais il y a beaucoup de potentiel chez les Guns. J'aime bien ces 2 petits gars. Je les aime beaucoup. C'est une des meilleures équipes de la WWE, je trouve. En termes de ce qu'ils proposent en tant que heel, en tant qu'équipe heel, jeune équipe heel, c'est l'une des meilleures, je trouve. Très 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 loin. Hikaru Shida. Osef. Hook, c'est typiquement le catcheur qui, pareil, a été montré à télé beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Le mec est toujours vert. Il est toujours et c'est pas le moment de le mettre
aussitôt à la télévision. C'était pas le moment de le faire. C'est dommage parce qu'il y a un talent fou chez ce jeune garçon. Il y a un talent incroyable, sa capacité dans le ring, elle est juste folle. Et pour l'instant, on a vu de très beaux squash de Hook. Mais le squash, c'est la base. Proposer un match de catch compétitif, c'est une autre paire de manches. Être bon en promo contre des rivalités, c'est une autre paire de manches. Et ça, Hook n'était pas encore prêt au moment où Tony l'a mis sous le feu des projecteurs. Et grosse erreur, encore une fois, de Tony Khan. Grosse erreur. J'aime beaucoup Hook, il y a un potentiel de ouf, mais ce mec, à l'heure actuelle, l'AEW devrait posséder une sorte de brain de développement comme NXT, et Hook devrait faire ses preuves à l'heure actuelle là-dedans. Pour devenir une star, il faut qu'il apprenne, et ne surtout pas être montré sous le feu des caméras, ne pas encore être dévoilé aux yeux du public et ne pas décevoir le public. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, et le pauvre gars est en rivalité contre l'aspirateur à hype. Putain, bon courage à lui, hein. J'espère qu'il va signer à la WWE, ce mec. J'espère qu'il va signer à la WWE. Franchement, qu'il signe là-bas. Qu'il aille à NXT. Ça peut être la prochaine star. Ça peut être un putain d'atout pour la WWE. S'il était bien construit, s'il progressait, s'il apprenait auprès des meilleurs, ça pourrait être quelqu'un de super, Book. Super talent qui se cache là-dedans. C'est sûr et certain. Mais putain! Mais putain, oh, je bois un coup. Ah, mais comment je vais survivre? On est au J, hein, j'annonce, dès que j'ai fini les K, on s'arrêtera là. Je commencerai avec les L. Voilà, on y est presque pour cette première partie. Jacques Perry. Oh mon Dieu. Par où commencer? Jacques Perry va maintenant résumer sa carrière. Sa carrière est toute tracée. La carrière de ce mec est toute tracée. Il sera à tout jamais, aux yeux des fans, vu comme le mec qui a permis à CM Punk de revenir à la WWE. Comme le mec responsable du fait que Tony Khan ait eu peur pour sa vie. Du fait que Tony Khan ait viré la plus grosse star de son show. Ce mec-là en est responsable. Alors il y a eu su Adam Page, il y a eu su Colt Cabana, mais c'est ce mec-là qui a été la cerise sur le gâteau. Et c'est ce mec-là, c'est de ce mec-là dont on a des rushs, dont on a des preuves vidéo. On a vu putain ce qui s'est passé en coulisses. On a vu cette petite merde. On l'a vu ce petit merdeux, ce bouc émissaire, ce scapegoat. On a vu ce petit attardé de Jack Perry aller confronter si un peu en coulisses et lui dire t'as un problème? Bah c'est un problème, règle-le. On l'a vu faire, et on l'a vu se faire étrangler, direct, bam! CM Punk il l'a pris, boum! Et je te gère! Il a rien pu faire, il a fait, il a eu peur pour sa vie lui aussi! Il a eu peur pour sa vie, ce petit merdeux! On l'a vu se faire défoncer par la plus grosse star de la compagnie adverse. On l'a vu faire! Je vais le redire encore une fois. Et je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord. Je le sais, évidemment. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Quand tu as CM Punk qui te dit toutes les semaines Tony, ces mecs-là font de la merde. Il faut que tu gères le problème. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas professionnel ce qui se peut passer. Donc Tony, s'il te plaît, gère le problème ou je vais les régler. Quand la plus grosse star de ton show, à qui tu donnes une sorte de double contrat qui doit gérer aussi Collision, qui est aussi ton conseiller en termes de booking. Ça c'est su maintenant. Quand ce mec-là te dit Tony, gère le problème, sinon je vais m'en occuper, et tu vas pas aimer comment je m'en occupe. Et que tu as Jack Perry, une petite merde qui n'a rien accompli dans le business, provoqué ouvertement, diffusé à la télé la plus grosse star de ton show. Real Glass, Cry Me a River. Que tu vois ça et que tu vois ta star venir te voir et faire Tony, gère ça. Sinon je vais m'en occuper et tu vas pas aimer comment je vais m'en occuper. Et que tu vois que tu assises sous tes yeux
à Jack Perry et CM Punk se rentrer droit devant et qu'ils se parlent et que tu les laisses faire et que tu vois Jack Perry dire à ta plus grosse star, bah t'as un problème Punk, t'as un problème, bah viens le régler. Et que tu ne fais rien et que tu préfères hurler vers ah au moment où Jack se fait étrangler et que tu as peur pour ta vie quand Punk te dit c'est une blague, cette place c'est une blague. T'es une blague, t'es un clown et je démissionne. Tu as vu ce petit merdeux faire tout ça? Alors t'as rien fait. Le plus gros fautif, c'est toi, Tony Khan. C'est évidemment toi, Tony Khan. C'est toi qui es responsable du départ de ta plus grosse star, de celui qui te rapportait le plus de thunes, qui rendait de la visibilité à ton produit, qui rapportait des audiences. Hein? Parce que depuis son départ, ton produit de merde n'arrive même plus à dépasser les 700 000 d'audience. Il en chie pour avoir plus de 700 000 d'audience en moyenne. C'est une catastrophe. À l'époque où Punk était là, on touchait sans cesse le million, les 900 000. Tu te rends compte à quel point c'est énorme la perte que tu as eue? Et qu'est-ce que tu décides de faire après tout ça? T'as l'occasion, toi qui étais en faute, en grosse faute majoritaire, t'as l'occasion de te racheter et dire Punk, je suis désolé, j'ai pas réagi à temps, je suis désolé de ne pas t'avoir écouté, effectivement ce qui s'est passé c'est une honte, donc je vire Jack Perry. S'il te plaît, reste avec moi, je te montre que je progresse, je vire Jack Perry et on va t'écouter et on va avoir une discussion avec les VPs et toi. C'est peut-être trop tard et je suis désolé si c'est trop tard, mais on va organiser tout ça. Non. Au lieu de tout ça, Tony Khan ne parle plus à Punk. Une semaine plus tard, annonce à Chicago qu'il a eu peur pour sa vie et qu'il vire Punk, sa plus grosse star. Mais par contre, Jack Perry... Ah mais Jack Perry, pas de problème hein. Jack Perry maintenant, vu que c'est le pote des Bucks, oh c'est bon, il t'en a passé, c'est le bouc émissaire, on peut le ramener dans le show. Et on va le mettre dans notre grosse faction. Hein, on va être la nouvelle NWO hein, du show maintenant. Avec, putain, attends, à la place de Hulk Hogan, franchement, Okada quoi. Ah ouais, carrément. Et à la place de tous les autres, putain, ah bah ouais, Matthews, Nicolas et Jack Perry, hein, c'est clairement la même intensité. Hein, la même menace qui se dégage là-dedans. C'est une putain de blague. À quel moment un spectateur va vous prendre au sérieux? Hormis les gens qui sont déjà fans de vous, les 600 000 fans de niche qui adhèrent à toute cette merde, il n'y a que eux à qui vous plaisez. Il n'y a qu'à eux à qui vous plaisez. Les autres fans de catch, les autres fans casual qui vont zapper, qui vont vous voir, ils vous pouffent à la gueule. Ils pouffent de rire en voyant, parce qu'ils vous trouvent ridicule. Parce que vous n'avez pas de charisme, pas de physique, pas de promo. Que vous apportez rien au business. Vous êtes risible. Mais vous avez de la chance d'être pote avec les bonnes personnes dans ce business qu'est la EW. Ce business, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ose dire, ce business? Cette honte qu'est la EW. Vous êtes pote avec les bonnes personnes. Et vous voilà à télé nationale dans le main event. Bravo Tony, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple. Là, t'es en train de montrer que Jack Perry, il est récompensé. Tu te rends compte que t'es en train de récompenser Jack Perry. Il est dans le main event. Constamment. Dans la plus grosse faction heel du moment. Alors que c'est ce mec-là qui a envoyé ta plus grosse star qui faisait tes plus grosses audiences. Tu t'en rends compte de ça? Encore une fois, pourquoi j'abandonne avec la EW? C'est pour toutes ces raisons. Au bout d'un moment, ça n'a fait aucun putain de sens. C'est ridicule, c'est pathétique. J'aime bien Jamie Hater. C'est compliqué quand tu fais cette vidéo. J'ai tellement déjà craché du venin que Jamie Hater, j'en parlais dans Retech Britt Baker, mais c'est un très très bon talent de Jamie Hater. Elle a su se mettre over auprès des fans, elle a su prendre mon cœur aussi. J'aime beaucoup Jamie Hater, ça fait chier qu'elle soit blessée. Je pense que le business en a besoin. J'ai envie de voir un Tony Storm contre Jamie Hater 2. J'ai envie de voir Johnny Hater reprendre cette putain de ceinture parce que Tony Storm ça commence à être un petit peu long, un petit peu risible. Jay Little, excellent talent, c'est juste qu'encore une fois, il est pas bien booké. Je sais pas ce qu'il donne en promo parce qu'encore une fois, j'ai pas vu son potentiel. Je ne vois pas son potentiel. Je n'ai jamais vu son potentiel parce qu'il m'a pas été montré par Tony Khan.
Jay White, qui en a quelque chose à foutre de Jay White? Encore une fois, je vais peut-être avoir beaucoup de ça, peut-être que là je suis... C'est bon, là, peut-être que je suis plus totalement objectif, mais j'en ai plus rien à péter. Jay White, c'est... Pourquoi ce mec a autant d'importance, alors que ce mec, je trouve pas qu'il a le talent nécessaire pour prendre autant de place? Oh, pardon? Qu'est-ce que t'as osé dire, Kozak? Mais Jay White, il est insane! Non, il est pas insane, Jay White. Peut-être qu'il était à New Japan. Encore une fois, la New Japan, peut-être, je prends pas en compte New Japan, j'en ai rien à foutre de New Japan. Moi, ce que je regarde, c'est la AEW. Comment ce catcheur est over à l'AEW. Je me fous de ce qu'il a fait ailleurs. Je me concentre sur ce qu'il a fait à l'AEW. Et ce que j'ai vu de lui à l'AEW, c'est, oui, un bon physique, un physique un peu identique à celui de Finn Balor, donc très sec, pas très menaçant, mais intéressant, beau à voir. Une gueule, oui, une gueule, il a un nez sympa, mais c'est pas non plus full charisme, quoi, c'est ok. Oui, il catche bien, oui, c'est pas mal. En tag team, je trouve que c'est vachement cool. Mais en promo, c'est une catastrophe, ce mec. Dites-moi, mentionnez-moi une bonne promo de Jay White à la EW. Faites-m'en part, envoyez-moi le lien. S'il vous plaît, je suis preneur. Pourquoi c'est ce mec qui n'arrête pas de parler alors que, bon, maintenant il est blessé, je crois, mais il y avait Juice. Bah tiens, Juice, il est où? Oh putain, j'ai tout ça à parler. Juice Robinson, mon dieu, j'ai vu John Moxley. Oh là là. Juice Robinson. Jay White et Juice Robinson. Putain, le potentiel de Starbé. Encore une fois, vous vous rappelez de ce combat, de cette rivalité contre FTR à Collision? Jay White et Juice Robinson contre FTR, c'était tellement putain de bon. Tout le potentiel dans la tag team, il est là. Une tag team heel forte, elle est là. Jay White et Juice Robinson. Eux, ça peut être des putains de bons champions par équipe. Ça aurait pu être des pets de champions par équipe. Jay White pour le côté charismatique, Iron Ring, très plastique, très beau physiquement. Et Juice Robinson, c'est la promo du groupe. C'est lui qui doit parler. Jamais Jay White. Jay White, il ne sait pas parler. Juice Robinson, il sait le faire. Il y avait un potentiel de dingue là. Et non, Tony. Mais attends, mais Jay White, New Japan Pro Wrestling, gros champion. Oh bah non, c'est lui main eventer. Hop là, main event direct. Bah non, Tony. Non. Non. Jeff Hardy, c'est juste triste parce que ça a été un immense talent à l'époque, mais ces démons l'ont rattrapé. On peut pas faire confiance à ce mec. On ne peut pas faire confiance à ce mec et on ne peut pas le carrer dans le roster, malheureusement. Jeff Jarrett, Osef as fuck, Osef. John Silver, mais par pitié, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il a encore un contrat à la WCC? C'est une blague, quoi. C'est une putain de blague. Johnny TV, anciennement John Morrison, il a toujours un physique intéressant, un charisme assez intéressant, et maintenant, enfin, j'ai plus d'espoir en lui. Là, il a son truc avec Valkyria, là, il se roule des pelles à la télé, aucun intérêt. Je vais boire un coup d'eau. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu du bien d'un catcheur là. J'enchaîne les catcheurs en me balançant tout mon sel. Et on va continuer. Hein. Ok. On va bien le faire. On va bien le faire quand même. Ça vous a manqué. Je suis trop badass. Moi je m'en ai rien à foutre. Moi je me blade à chaque match parce que le sang sur ma gueule c'est trop badass. Et j'adore dégouiner sur les autres. J'adore ça. Oh putain, je suis tellement badass. Et moi c'est Wild Thing. Je suis badass. Je suis John Moxley. Putain, le BCC. Oh, Blackpool Combat Club Style. Oh, on va rien sell. Moi je n'ocelle absolument rien parce que je suis John Moxley et que je suis badass. Et tout le monde sait que tous les badass du milieu, il ne sait absolument rien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu veux être over, tu veux être comme moi, comme John Moxley, bah tu nocelles, mais gare à toi, parce que si tu vas sur ring avec moi, oh putain, oh je vais rien sell, je vais jamais te rendre over, parce que je suis tellement plus fort, je suis tellement plus over, oh t'es la star du show, tu t'appelles CM Punk, oh putain, je dois perdre contre toi dans le pay-per-view, oh jamais de la vie, d'abord je vais te squash, parce que je suis John Moxley, et que je suis trop badass, et que moi je squash les stars. C'est devenu une parodie. John Moxley, c'est devenu une parodie de lui-même. Une parodie de lui-même. Il est ridicule.
Moi je suis l'âme et le cœur de la WWE. Il dit toujours la même chose. Je suis la violence, je vais manger ton cœur et casser tes os. C'est toujours la même merde. Toujours la même promo. Il ressemble plus à rien. Vous avez vu à quoi il ressemble? Il ressemble plus à rien. Ce mec, il est toujours classé à la tour des 5 stars par Dave Meltzer, je ne comprends pas. Il a créé une sorte... Ce discours que je vous ai eu, que je vous ai montré, il est pathétique. Et c'est ce que plein de gens ressentent auprès de Jon Moxley. Mais on a plein qui prennent ce discours au premier degré. Et qui trouvent Moxley trop badass. Et qui se font avoir par ça. Et ils ne voient pas à quel point ce mec ne sait plus catcher. On n'a plus rien à foutre dans le ring. Il fait n'importe quoi dans le ring. Il se vend comme un gros brawler. Et les punchs de ce mec, les offenses de ce mec sont nazes. Je crois à rien en ce qu'il fait, ce mec. Il catche mal, ce mec. Faut dire les termes, putain. Il ne sait plus catcher, ce gars. Il en a plus rien à foutre. Mais vu qu'il a créé ce sorte de rapport chelou avec ses fans, et tous ses fans sont persuadés qu'il est trop badass et c'est le meilleur catcheur du monde, je ne comprends pas. Réveillez-vous, putain. Mettez-vous une tarte dans la gueule. Mettez-vous une tarte dans la gueule et réalisez que ce mec n'est plus qu'une parodie de lui-même, ne fait plus aucun effort, a une mentalité de merde. Et que je comprends pourquoi Brock Lesnar ne voyait aucun intérêt de bosser avec ce mec. Je me rappelle quand il s'est barré la WWE, il avait fait son podcast et il avait dit, il comprenait pas, il trouvait ça honteux que Brock voulait pas catcher avec lui, qu'il l'a enterré, alors qu'il avait proposé toutes ses idées. Mais maintenant je sais pourquoi Brock il a pas voulu rigoler à la gueule. Jon Moxley voulait proposer un match de merde avec plein d'objets. Un truc hardcore dont lui il était fan mais qui ne plaît à personne à part 600 000 fans de niche. Brock Lesnar, il a entendu les idées, il a fait mais bah non, tu vas te faire foutre. Il y a aucune raison que je te fasse ça. Et du coup, pour la peine, vu que t'es vraiment déterminé, que t'es déçu par ça, que t'as un comportement de merde, bah tu sais quoi, je vais faire aucun effort à WrestleMania et je vais faire un match de merde, je vais te péter la gueule et tout sera terminé en 2-2. Bah franchement, si j'étais à la place de Brock Lesnar, j'aurais probablement réagi de la même manière. Posez-vous les bonnes questions, les fans de Jon Moxley, c'est tout ce que je dirais. Julia Hart, je vois pas intérêt dans son run de catcheuse. Par contre, on parlait beaucoup de Buddy Matthews, du fait que ce mec avait beaucoup de... Il y aurait quelque chose à faire avec Buddy Matthews en solo, et pour renforcer sa menace, elle en manageuse, elle à ses côtés. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire. Juste pour Buddy Matthews, pas la House of Black, juste Buddy Matthews. Pour tricher un petit peu, pour voler des victoires de temps en temps, pour intervenir de temps en temps. Ça aurait pu être chouette. Il aurait pu être cool dans ce rôle-là, Julia Hart. Très cool. Allez, on va terminer sur une petite polémique. Je pense qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ça. Et c'est vrai que la WWE, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Et vous m'avez jamais entendu m'exprimer sur Okada. Je me suis jamais exprimé sur Okada. Peut-être que vous êtes excité que je parle d'Okada. Ouh, qu'est-ce que je vais dire? Je vais boire un petit coup avant. Je vais juste dire que Tony Khan dépense des millions et des millions sur des talents qui viennent de compagnies extérieures et qui ont une aura de star, qui avaient une aura de star dans ces compagnies. Et il se dit, waouh, trop bien, c'est mes nouveaux jouets. Et dès qu'ils arrivent à l'EW, toute leur aura, elle disparaît. Comme par magie, comme dans un Disney. Ça disparaît. Parce que ce mec ne s'est pas booké. Tu es Tony Khan, tu es un booker digne de ce nom. Vous êtes un booker. Vous faites l'acquisition de Kazuchika Okada, la plus grosse star du Japon, le Roman Reigns du Japon. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne compare pas Roman Reigns à Okada. Jusqu'à leur niveau, c'est à peu près la même hype que Roman Reigns. Hein, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Mais tu fais acquisition de ça. Il y a une audience à chercher. Bien sûr, ton audience, elle connaît déjà Okada.
Les fans de l'AEW, c'est des fans hardcore de catch et ils connaissent Okada. Et c'est déjà validé. Mais tu dois quand même le rebuilder. C'est son run dans cette nouvelle compagnie. C'est un peu comme si on repartait à zéro quelque part. On lui donne un run en solo, on lui donne des victoires, on montre pourquoi il est intéressant. Et la première chose que tu fais en tant que booker, c'est que tu prends la plus grosse star de la New Japan et que tu la fais devenir la petite pute des Bucks. Tu prends, encore une fois, on va comparer à la juste valeur, mais imaginons que ce soit Roman Reigns, que la AEW fasse l'acquisition de la plus grosse star de l'AEW, et c'est Roman Reigns. Ok? Et que Roman Reigns, première chose qu'il fait dans la AEW, c'est d'être la petite pute des Bucks. Ça vous paraît lunaire, n'est-ce pas? Ça vous paraît invraisemblable, idiot. Bah oui, parce que ça l'est, la putain de Sarès. À quel moment tu fais ça? Tu mets la plus grosse star de New Japan et tu la mets en petite pute de mecs qui ne sont plus intéressants depuis des années, dont plus personne n'en a rien à foutre. Mais parce que c'est les vice-présidents et parce qu'ils ont ces nouveaux personnages qu'ils trouvent hyper intéressants, hyper cool, alors que c'est de la merde à visionner. Et putain, je parle des Bucks, mais on en reparlera dans la partie 2, vous inquiétez pas, on en reparlera dans la partie 2. Okada, putain! La hype, toute la hype de Okada, anéantie, annulée, terminée, basta. Et le mec en a rien à foutre dans le ring. J'ai vu ses matchs, il en a rien à foutre. Son finisher, son clothesline, nul à chier. Nul à chier, aucun impact. Rien, nada. C'est que l'ombre de lui-même. Toute son aura de star disparue. Et encore une fois, j'ai rien contre Okada. J'ai rien contre Okada. Je le trouve feignant dans le ring actuellement. Je le trouve feignant. Ça, c'est un fait. Il gagne beaucoup d'argent. Il sait qu'avec Tony, c'est de l'argent assuré, qu'il n'a aucun problème à se poser. Il en a rien à foutre. Il fait ce qu'il veut. Encore une fois, ça montre la personnalité des gars. Ce mec avait l'opportunité de se reconstruire, de se re-challenger, d'aller à la WWE, parce que je pense sincèrement que la WWE aurait été intéressée. Mais la WWE, qu'est-ce qu'elle aurait fait qu'Okada? Hop, back to NXT, tu vas aller à NXT d'abord. Okada, attends, Lego, je suis la plus grande star du Japon, je vais aller à NXT d'abord. Eh oh, je suis quand même Okada. Oui, mais non. T'es peut-être Okada, mais notre audience te connaît pas. Donc, case NXT, tu apprends le moule WWE, tu apprends à faire tes armes, à adhérer à une manière de faire, et là, on te reconstruit. Et si tu cartonnes, si tu marches, tu seras un main eventer et tu seras une énorme star. Mais c'est très challengeant, très challengeant. Nakamura a tenté ça. Et franchement, il s'est pas trop mal démerdé. Et je pense sincèrement que d'un point de vue planétaire, Nakamura est beaucoup plus connu qu'Okada. Encore une fois, les fans de catch hardcore vont dire mais pas du tout, Okada était en plus connu. Non, je pense sincèrement, et c'est normal, que Nakamura est beaucoup plus connu à l'international qu'Okada. Parce qu'il est dans la plus grosse fédération. Mais Okada a choisi l'AEW. Pourquoi? Me faites pas dire, n'imaginez même pas que c'est pour catcher avec ses amis. Non, c'est parce que Tony lui paye un cachet de je ne sais pas combien d'argent pour faire exactement la même chose, même se permettre d'être feignant. Je m'investirai pas en Okada. Parce que rien que ce move-là, ça m'a déçu. Aucun intérêt. Keith Lee, plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a quitté la WWE, c'est devenu un feignant aussi. Il fait plus attention à son poids. Il a perdu toute la hype et ses idées sont grotesques et on le laisse faire et il vaut plus rien. Putain, genre... j'ai encore tout ça. Oh putain, j'ai encore tout ça à parler. C'est tellement long, je suis vraiment fatigué. Mais on va y aller, on va aller jusqu'au bout. Je prends encore un petit coup d'eau. Combien de temps de rush là? Putain, 1h20. Kenny Omega. Je parlerai en détail d'à quel point je déteste l'élite quand je parle des Young Bucks dans la partie 2, je pense.
Kenny Omega fait partie de l'élite. Et à beaucoup de moments dans l'histoire de la WWE, Kenny Omega m'a beaucoup déçu. À plein de moments. Et j'ai jamais été un grand fan de Kenny. Jamais été un fan hardcore de Kenny. Mais j'ai toujours reconnu quand même le talent athlétique de Kenny et du fait que au moins ce mec-là a un physique. Et quand je vois dans le ring, je trouve pas ridicule Kenny Omega. Il sait se défendre. Il peut sell quand il... Enfin, il sait sell quand il veut bien sell. Et oui, il est impressionnant. En fait, je suis pas fan de ce qu'il représente, de ce que Dave Meltzer a créé. C'est de ça que je suis pas fan. Du fait que Dave Meltzer a créé, a collé ce côté 5 star à Kenny Omega. Et même Kenny Omega s'exprime à ce sujet et ça le dérange. Ça le dérange d'avoir ce côté 5 star qui lui colle à la peau. Alors que putain, plein de catcheurs sont supérieurs à lui. Et il l'avoue et il le dit. C'est de ça dont je suis pas fan. Et encore une fois, avec tout ce qui s'est passé avec Punk, les débats dans les coulisses, Kenny a toujours été affilié à ça et a toujours été rangé du côté des Bucks pendant toutes ces histoires. Mais récemment, après tout ce qui lui est arrivé, ses problèmes physiques et sa maladie, enfin franchement, il galère le mec, il galère beaucoup et c'est triste pour lui et j'ai toujours été triste pour ça. Mais depuis ce jour-là, le mec il a commencé à ouvrir sa gueule sur Twitch. Il joue à Street Fighter et Street Fighter se fait faire dire des dingueries et il a commencé à dire des trucs hyper vrais dans lesquels j'étais hyper d'accord et il a un point de vue hyper intéressant par rapport à toute l'altercation avec CM Punk. Il a eu des débats intéressants par rapport à Triple H, par rapport à Dave Meltzer. Le mec a ouvert sa gueule sur des sujets en mode putain, Kenny il est pas con. Kenny il est pas con et dans tout ce drama qu'il y a eu entre CM Punk et l'élite, c'est clair et net que Kenny ne faisait pas partie de ce drama. C'est clair et net. Il était hors de ça, lui. Kenny, il est chill. C'est un mec qui est chill. Il aime pas la violence. Il aime pas les dramas. Et ça se sent. Et il a pas hésité à dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'ont dit les Young Bucks, avec ce qu'ont fait les Young Bucks. C'est eux qui ont du problème. Et depuis que je vois que Kenny Omega s'est un peu écarté de tout ça, franchement, il a gagné. Il gagne mon cœur, ce con. Et il s'est pas arrêté là. Parce qu'il est revenu à Dynamite, il a fait une promo et je l'ai regardé intégralement. Et putain, le mec a fait la meilleure promo de sa carrière. Kenny a fait la meilleure promo de sa carrière, où il parlait avec grande tristesse, et encore une fois, c'était la meilleure promo parce qu'il y avait beaucoup de vérité là-dedans, dans ce qu'il disait. Mais il parlait de sa vérité, comme quoi il avait peur de prendre sa retraite, de tout arrêter, de mourir en fait. Il a peur de ça, et il en tremblait. Et le fait de ressortir le ring, ça lui donne envie de remonter, et il va se battre. Et il a fait une promo babyface, mais qui était superbe. Et quand j'ai vu, j'ai fait waouh, Kenny! Kenny, j'ai envie de te revoir dans le main event, j'ai envie de te revoir en mode au top de la card, en tant que top babyface, j'ai envie de revoir ça. Kenny a gagné mon cœur. À moi, Kozak, Kenny l'a fait. On l'applaudit, putain, on l'applaudit, Kenny. Donc, malheureusement, ce sera une rivalité contre les Bucks, et ce sera naze. Ce sera naze, nul à chier parce que eux ils savent pas faire, c'est catastrophique. Nous sera nul à chier, la rivalité sera nulle, ce qui est dommage. Mais ça ferait plaisir de revoir un run de Kenny Omega. Encore une fois, il n'y en a plus pour très longtemps parce que le mec s'est détruit. Il a un style qui l'a détruit. Et c'est pour ça que ce style n'est pas le bon. Si on veut une carrière sur le long terme et devenir une star, le style de Kenny Omega n'est pas le bon. C'est pas comme ça qu'il faut catcher. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il l'a fait. Maintenant c'est trop tard, le mec est détruit physiquement, mais détruit comme pas possible. J'espère voir un dernier run avec cette honnêteté et ce franc-parler qu'il a en tant que face. Encore une fois, j'ai jamais vu un Kenny, j'ai jamais vraiment aimé Kenny parce que j'ai jamais vu Kenny de manière réaliste. J'ai jamais cru en Kenny Omega. Et là, j'y crois maintenant. J'y crois dans sa promo. Et pour la première fois, j'ai sincèrement envie de m'investir en lui. Bravo Kenny, bravo. Le dino, j'ai pas grand chose à dire, c'est le dino de Christian, et il fait très bien son rôle de dino. C'est un dino, c'est un monstre, il catch comme un monstre. Super, bravo Killswitch. Keep Sabian, par pitié. Commander avec un K, le K Commander. Virez-moi cet attardé qui ne sait faire que courir sur les cordes. À chaque fois qu'il y a un match avec Commander, l'adversaire va devoir avoir ce spot où il attend comme un demeuré à l'extérieur du ring en mode « Oh, je suis fatigué, oh, je selle, oh, j'ai la tête qui tourne,
Pendant que Commander, il est là, il fait l'équilibriste sur les cordes, en mode, oh là, faut pas que je tombe, je fais l'équilibriste, et je saute, et j'atteins ma cible. Wouh, j'ai gagné, ouais, merci les fans. Allez, nique ta race, sors de là, tu fais pitié. Konosuke Takeshita. Expliquez-moi pourquoi Konosuke Takeshita, à ce jour, n'a pas plus de hype qu'il n'avait à l'époque. Tout comme Darby, hein. Quand t'as un booker, que tu vois Konosuke, que tu vois la shape, que tu vois l'aura du mec, la hit qu'il arrive à avoir avec Don Callis, à quel moment tu ne pushes pas ce mec? Ce mec bat Kenny Omega, il me semble qu'il le bat. Et après, il n'y a plus rien, on le voit plus. Bah non, Tony, il arrête. Enfin, c'est bon, il a joué avec Konosuke, hop, il a pris le jeu, il a fait hop là, je le jette en arrière, on prend un autre jouet. Il faut le builder, ce gars. Konosuke, c'est tout le potentiel du monde. Et c'est un des catcheurs que j'aime le plus à l'EW. J'aime tous les matchs de Konosuke. Il catch extrêmement bien. Et avec un manager, avec sa gueule et tout, il marche bien, putain. En tant que heel, il marche tellement bien, Konosuke. Contrairement à lui. Contrairement à Kota Ibushi. Quelle blague. Quelle blague. Je sais pas combien Tony a payé Kota Ibushi. J'en ai aucune idée comment il a payé. Encore une fois, c'est un marque. Et il se dit, oh, Kota Ibushi c'était un nom avant de se renseigner sur la condition physique du mec actuel, ce qu'il représente à l'heure actuelle. Parce que si s'était renseigné, s'il avait vu comment était Kota Ibushi, putain, mais tu mets jamais autant de ronds derrière ce mec. Il s'est blessé 2 secondes après. Les premières semaines dans lesquelles il est signé, il fait des spots avec la trottinette dans un spot tellement ridicule avec la batte de baseball, revoyez-le. J'ai pas envie de m'étendre, c'est une merde, c'est pas un catcheur, c'est une blague ce gars, c'est une blague. Chris Statlander, putain de bon talent, une des meilleures catcheuses du ressort féminin, une des meilleures catcheuses qui devrait, je pense, actuellement être la championne, parce que quand tu vois ton roster et que tu vois Chris Statlander, que tu fais en sorte que Chris Statlander batte Jade Cargill, c'est Chris Statlander qui a battu Jade Cargill, qui a battu son règne d'invincibilité, qui a battu Jade Cargill, la star, c'est Chris qui l'a fait. Pourquoi elle est plus championne? Pourquoi elle se fait battre par Julia Hart en triple threat? Et puis ciao bye, fin du game, fin du jeu. Encore une fois, il a joué. Oh, c'était marrant. Hop là, j'ai fini de jouer. On passe à autre chose. On voit plus Chris Statlander alors que c'est la meilleure catcheuse du roster. Encore une fois, imaginez côté WWE. Oh putain, j'ai Rhea Ripley. Elle est là, putain, elle est charismatique, elle catch extrêmement bien, elle est cool, elle a une bonne promo. Ouais, mais j'ai Maxine Dupri, putain, Maxine Dupri championne, allez, let's go. C'est débile. Et Kyle O'Reilly pour terminer. J'aime beaucoup ce catcheur. J'aime bien ce catcheur. Enfin, j'aimais bien ce catcheur quand il ressemblait à quelque chose. Quand il ressemblait pas à un clochard, j'aimais bien ce catcheur. Non, parce que j'aime bien son style hyper agressif. Et dans les disputes des races, c'est un de mes membres préférés. Il fait de très bons matchs, Kyle O'Reilly. C'est juste que là, faut qu'il fasse quelque chose. Faut qu'il se coupe les cheveux, là. Enfin, il ressemble à rien, là. Là, il ressemble vraiment à un clochard, quoi. C'est pas présentable, je suis désolé. La présentation, c'est ce qui fait tout. Encore une fois, imaginez Cody Rhodes avec des cheveux comme ça. Bah non, c'est pas présentable. La présentation, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce business. C'est que de l'image, c'est que du physique. Avant d'être une promo, c'est un physique, c'est qu'est-ce que tu dégages. Et bah là, quand on te voit, bah, tu dégages l'image d'un clochard, quoi. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette première partie de mon avis sur le roster de la WWE. Je pensais pas faire 2 parties, je pensais faire boucler ça en une vidéo, mais malheureusement, là, je suis crevé. Il est bientôt 10h du soir, je vais manger, j'en peux plus. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous fais quand même un petit... Voilà, aperçu de qui on va parler, voilà, dans la partie 2, voilà, vous avez un petit aperçu, hop, je m'arrête pas, on va parler de tous ces gens, oui, et de lui aussi, hein, on va parler de lui, on finira d'ailleurs par lui, vous ne voulez pas manquer ça dans la partie 2. C'était Kozak, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à revenir sur certains de mes propos, j'espère que ça vous aura diverti. À la semaine prochaine, que je raconte. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.